France Culture, les matins, Benoît Bouscarel. 28e jour de grève dans les transports en France. Trains, RER et métro seront très perturbés encore aujourd'hui. Et dans l'attente d'une réponse claire de la base syndicale et des assemblées générales aux déclarations d'Emmanuel Macron hier soir, qui a expliqué que la réforme sera menée à son terme, la réforme des retraites, on peut supposer que d'ici au retour des négociations le 7 janvier, le mouvement va continuer. Alors que dit-il, ce mouvement de l'État dans lequel nous nous trouvons? Pour tenter de répondre à cette question et à bien d'autres, notre invité ce matin est le sociologue Yvan Saint-Saulieu. Bonjour monsieur. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci. Professeur à l'Université de Lille et auteur notamment de Conflits et résistance au travail aux presses de Sciences Po, c'était en 2017. Hier soir, dans ses vœux, le président de la République a été très clair. La réforme sera menée à son terme. Il n'est pourtant pas entré dans les détails. Quelques responsables syndicaux ont déjà fait connaître leur volonté de continuer le rapport de force. Comment vous l'analysez, vous, ce rapport de force, alors même que l'exécutif a déjà lâché du lest pour plusieurs catégories d'actifs? Eh bien, c'est difficile de se mettre à la place des grévistes, de leur capacité de rebondir et de détermination. Ce qui est sûr, c'est que le mouvement dure maintenant depuis un moment et que la grève pèse considérablement sur les gens qui la font. C'est-à-dire que c'est plus facile de commenter de l'extérieur que de vivre des rapports de force de l'intérieur. Et eh bien, il est difficile de savoir si justement ceux qui sont en grève depuis longtemps auront la force de continuer. Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Ensuite, apparemment, Emmanuel Macron a l'air de laisser entendre qu'il faudrait que le Premier ministre fasse d'autres concessions pour trouver un compromis rapide, parce que s'il parle de compromis rapide, c'est forcément dans l'idée qu'il y aura des concessions. Oui, et c'est pour mettre la pression sur Édouard Philippe et son gouvernement, et sur les syndicats qui le veulent. On va y revenir. Oui, et donc là, peut-être qu'en discutant de l'âge pivot de départ en retraite, il y aura une possibilité de trouver un accommodement avec certains des syndicats. Mais bon, je ne lis pas dans le mar de café et c'est difficile d'en dire beaucoup plus. Ce mouvement, il est particulier parce qu'on n'a pas un taux de grévistes qui est faramineux et en même temps, on a une grande détermination des syndicats et en tout cas de leur base, Yvan Saint-Saulieu. Oui, c'est plus au niveau de la base, effectivement, qu'il faut saluer l'engagement, le courage, la détermination de ces grévistes. Encore une fois, je ne suis pas à leur place et je trouve délicat de parler à leur place. Mais bon, pour ce qui concerne les directions syndicales, je pense que le jeu est plus compliqué, plus trouble aussi, plus opaque. On va écouter le président de la République hier soir, il l'a dit et redit, donc la réforme se fera. J'entends sur ce sujet si important, qui tient au cœur même de l'identité française, les peurs, les angoisses qui se font jour. J'entends aussi beaucoup de mensonges et de manipulations. L'apaisement, toujours, doit primer sur l'affrontement. Apaiser ne veut pas dire renoncer, mais nous respecter dans nos désaccords. Ma seule boussole est et sera l'intérêt de notre pays, notre capacité à assurer la meilleure retraite possible à nos aînés, la défense de ceux qui n'ont pas toujours la faculté de s'exprimer, c'est-à-dire nos enfants. C'est pourquoi, pour vous, avec les organisations syndicales et patronales qui le veulent, j'attends du gouvernement d'Édouard Philippe qu'il trouve la voie d'un compromis rapide dans le respect des principes que je viens de rappeler. Tout est dans le bout de phrase, les organisations sociales et patronales qui le veulent. Depuis le début de ce quinquennat, Yvan Saint-Saulieu, les relations sont compliquées entre l'exécutif et les syndicats. On se souvient que le prédécesseur d'Emmanuel Macron, François Hollande, voulait promouvoir, en tout cas, et redorer la démocratie sociale et donc renforcer le rôle des syndicats. Macron, c'est complètement autre chose. Disons qu'il y a une politique néolibérale qui s'affirme, pas seulement en France, on y reviendra, et qui consiste notamment à revenir en arrière en termes de politique sociale et de maintien des services publics en l'état.
Donc il y a une volonté de comprimer les dépenses, y compris ici à Radio France, et de revenir, de mettre en question le statut, par exemple, des cheminots, puisque vous savez qu'aujourd'hui, 1er janvier, ça y est, on entre dans la réforme de la SNCF. Et ça veut dire quoi, en fait, cette politique? Ça veut dire de développer la contractualisation, le droit privé au lieu du droit public. Et ça, on a ça aussi à l'université, puisqu'il y a la réforme de la fonction publique aussi, qui est dans les tuyaux, qui va entrer en œuvre. Et à chaque fois, c'est pareil, c'est une espèce de volonté de flexibiliser le statut des travailleurs pour finalement eh bien, revenir en arrière en termes de progrès social. Alors on ne découvre pas la politique libérale d'Emmanuel Macron, lui-même n'en fait pas mystère, mais qu'est-ce que ça nous dit de la démocratie sociale, Yvan Saint-Saulieu? Ça nous rappelle un peu Macron et les corps intermédiaires, rappelez-vous, les corps intermédiaires qui font écran entre les dirigeants et le peuple. Ça se vérifie comment chez Macron? Lui, il dit on a besoin des corps intermédiaires, mais à la bonne place. Il disait pendant sa campagne vouloir un syndicalisme moins politique. C'est quoi un syndicalisme moins politique? Alors il y a une inflexion avec le mouvement des Gilets jaunes. Il a retrouvé, le sens des corps intermédiaires qui étaient jusque-là assez inexistants chez lui. Mais bon, au-delà du discours, il est sûr que vous avez au sein des syndicats traditionnellement, des syndicats qui prônent l'accompagnement des réformes et d'autres qui sont dans la contestation. Alors parfois, ce sont des postures qui visent à capter un électorat aux élections professionnelles. D'autres fois, ça signifie qu'ils sont effectivement plus prêts les uns ou les autres, les uns que les autres, à entendre et à rentrer dans un jeu de discussion, de négociation collective. Quand Emmanuel Macron dit qu'il veut un nouveau contrat social, ça n'a jamais vraiment convaincu les syndicalistes, dont plusieurs avaient prévu le mouvement dont vous venez de parler, Yvan Saint-Saulieu, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, ce qui était prévisible, si on revient en arrière, c'est qu'il y ait un jour une explosion sociale du fait du creusement des inégalités sociales, qui était une actualité, on va dire, installée depuis des décennies maintenant, à l'échelle mondiale. Donc, il y a eu cette explosion sociale et face à elle, Emmanuel Macron a reparlé de mettre en place quelque chose de l'ordre de la négociation sociale, mais finalement, pas grand-chose n'est sorti et on a vu comment les syndicats ont dû quitter la table des négociations, ne pas venir au rendez-vous tellement on les menait en bateau, pour reprendre leur expression. Est-ce que les syndicats ont l'impression d'être débordés par leur base, un peu comme pendant la période des Gilets jaunes où ils étaient conspués par les Gilets jaunes? Et qu'est-ce que ça nous dit du mouvement syndical aujourd'hui, Yvan Saint-Saulieu? Est-ce qu'on est dans un mouvement un peu de démocratie directe? Est-ce que ça rappelle ça un peu à l'intérieur même des syndicats? Oui, alors ça, c'est un sujet qui me semble important, c'est-à-dire qu'on voit des mouvements spontanés qui se sont développés dans tout un tas de secteurs et de pays. Et en ce qui concerne les syndicats, on a vu aussi des mouvements justement d'auto-organisation se mettre en place avec la volonté qu'il n'y ait pas le train-train avec les leaders syndicaux qui parlent pour tout le monde, mais que les grévistes puissent s'organiser eux-mêmes dans des AG, dans des comités de grève, dans des comités, quel qu'en soit le nom, la base, le collectif interurgence, avant c'était les coordinations. Donc il y a périodiquement cette volonté des salariés de contrôler davantage leurs mouvements. Et je pense qu'effectivement, on peut appeler ça de la démocratie directe au sein des entreprises. Il y a une vraie critique des leaders syndicaux. Vous dites que les syndicats jouent peut-être trop un rôle de contrôle social, plus que de jouer leur rôle d'avocat du monde du travail. Oui, je pense en effet qu'il y a un rôle... je dirais que c'est un secret de polichinelle pour un certain nombre de commentateurs, d'hommes politiques, c'est que les syndicats sont des interlocuteurs pour la paix sociale, pour organiser la paix sociale, et qu'à ce titre, ils sont parfois plus le relais du pouvoir auprès des salariés que le relais des salariés auprès du pouvoir. Et ça leur est beaucoup reproché. Eh bien oui, je pense que les salariés en ont conscience au fil des années. Ils ont vu les syndicats à l'œuvre et il y a une espèce de conscience qui se forme à force que non seulement il faut se battre contre
les représentants directs d'une politique qui n'est pas en faveur des salariés, mais en plus, il faut se méfier sur sa droite de ceux qui sont censés être des alliés. Et d'après ce que vous voyez de vos travaux sur le terrain auprès des centrales syndicales et du mouvement syndical, est-ce que ça fait évoluer? Est-ce que ça peut faire évoluer selon vous? Est-ce qu'il y a des amorces d'évolution du fonctionnement même des syndicats? Alors, je ne suis pas sûr que les syndicats puissent... c'est compliqué d'imaginer une réforme de la structure hiérarchique des syndicats. Elle est vraiment très ancrée, elle est instituée. Hein. Vous savez peut-être que Général de Gaulle, c'est en 1969, le pouvoir public a pensé la mise en place de délégués syndicaux qui sont hiérarchiquement supérieurs aux délégués du personnel et qui ne sont pas sous le contrôle justement des salariés, mais sous le contrôle de la structure hiérarchique. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Il y a vraiment un maître à bord, comme souvent en France. Il y a un chef, hein, et puis tout le monde derrière. Et ça, je ne sais pas quand est-ce que ça changera, mais c'est assez ancré. Vous avez beaucoup travaillé, Yvan Saint-Saulieu, sur le syndicalisme à l'hôpital et sur les relations de travail aussi au sein de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il y a le fait notamment que les grévistes, bien souvent, continuent à travailler, qu'ils ont cette crainte de l'invisibilité. Alors 2019 a été une grande année pour la mobilisation. Paradoxalement, j'allais dire, la grève à l'hôpital est toujours plus populaire qu'ailleurs. Il y a ce paradoxe-là qui joue beaucoup et qu'on a beaucoup vu en 2019. Oui, alors les grèves sont parfois populaires. C'est toujours un enjeu de savoir si elles sont populaires ou pas, hein, comme vous le savez, et notamment de savoir si elles vont donner des idées à d'autres ou pas. Hein. Et justement, ce qu'on peut reprocher aux syndicats là, dans le conflit en cours, c'est qu'ils n'ont pas à aucun moment sérieusement appelé le privé à rejoindre le public. Comme si ce n'était pas important pour tout le monde, la réforme des retraites, hein, et comme si seuls, finalement, les secteurs les plus radicaux étaient concernés. Alors, et là, il n'y a pas eu de débordement de la base? Alors, il y a eu des formes de contrôle par en bas, quand même, hein, qui obligent les syndicats à faire attention. Mais effectivement, il n'y a pas eu c'est très difficile de faire émerger une structure alternative à celle des directions syndicales, hein, qui sont quand même organisées depuis longtemps. Alors pour en revenir aux hôpitaux, effectivement, les grèves à l'hôpital, une espèce de soutien populaire, tout simplement parce que les infirmières en général sont très populaires, hein, et ils ont une contrainte forte qui est celle de ne pas pouvoir véritablement cesser le travail. Alors c'est une contrainte morale, hein, et juridique, de penser qu'elles sont, ces braves infirmières, excusez-moi, entre guillemets, du terme, sont responsables des patients dont elles s'occupent. En fait, il faut dire quand même que c'est la direction des hôpitaux qui est responsable des patients et que si les infirmières se mettaient effectivement en grève, eh bien, probablement que la direction des hôpitaux serait très embêtée et devrait céder très rapidement à leurs revendications. Vous êtes en train d'appeler à plus de radicalité à l'hôpital, Yvan Saint-Saulieu? Pardon? Vous êtes en train d'appeler à plus de radicalité à l'hôpital, du coup? Écoutez, quand on voit qu'il a fallu des mois et des mois et des mois pour que le gouvernement, justement, de crainte que le mouvement s'étende à l'ensemble des services publics, entende en partie ce que disent les infirmières, alors qu'elles nous servent à tous. Oui, il y a de quoi penser que ça aurait été plus efficace d'aller un peu plus vite aux solutions les plus extrêmes, comme en 1963, la grève des mineurs, hein, qui nous a permis d'avoir une 3e semaine de congés payés, parce que justement, les gens ont déchiré leur ordre de réquisition au travail. Donc pour les hôpitaux, oui, il y a eu une structure qui s'est mise en place d'auto-organisation et qui a permis au mouvement de s'organiser alors même que justement les structures syndicales traînaient la patte, excusez-moi du terme, pour organiser le mouvement sur l'ensemble des hôpitaux. Avant d'élargir le cadre de notre discussion à l'international, comme vous le disiez tout à l'heure, on va essayer d'aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger. Un mot simplement de cette petite phrase d'Emmanuel Macron hier. Nous sommes un peuple de bâtisseurs, disait le chef de l'État. J'aimerais avoir sur ce point l'avis du sociologue que vous êtes, Yvan Saint-Saulieu. Un peuple de bâtisseurs. Qui c'est qui est un peuple de bâtisseurs, pardon? Les Français, d'après Emmanuel Macron, seraient un peuple de bâtisseurs. Il appelait à la reconstruction de Notre-Dame et à la reconstruction d'une unité nationale. Il a parlé de ça également.
Ça ne vous inspire pas Ah non, grand-chose? ça m'inspire pas un commentaire très... Alors, on assiste Ah bon. depuis quelques années à une vague libérale qui touche les politiques publiques à travers le monde. On voit en tout cas que de nombreux mouvements de contestation touchent plusieurs pays et bien souvent, un des points communs de ces mouvements, c'est la dénonciation des inégalités économiques. Vous voyez des liens entre ce qui se passe notamment au Chili, au Sénégal, à Hong Kong peut-être un peu moins, mais dans d'autres pays, avec ce qui se passe en France, Yvan Saint-Saulieu, on peut en tirer des perspectives? Disons que c'est un vaste sujet. Ce qui est clair, c'est qu'on est frappé par des ressemblances entre ces mouvements qui ont lieu aux quatre coins du monde, qui tantôt concernent, souvent d'ailleurs, qui se mobilisent contre des taxes concernant les transports, hein, concernant les activités de déplacement, ou bien au Liban, c'était les taxes sur le numérique, enfin les activités sur Internet. Bon, et alors, il y a cette volonté finalement de rejeter des impôts supplémentaires. Pourquoi? Parce que ça se passe dans un contexte où les gens ont déjà beaucoup de difficultés à vivre, hein, comme on l'a vu aussi en France. Puis il y a un autre aspect qui est des mobilisations politiques contre les dégradations des régimes démocratiques et les menaces de passage à des régimes plus autoritaires. Au Chili, c'est très précisément l'éducation qui est touchée. Le mouvement de contestation a obtenu le changement prochain de la constitution du pays, constitution qui était héritée d'un régime très libéral, qui était liberticide, mais qui était aussi très libéral, celui d'Augusto Pinochet. Oui, il y a toute une mise en cause au travers de ces mouvements de politique libérale qui continuent à penser qu'il faut enrichir les riches. C'est d'ailleurs un mouvement qui est impressionnant. C'est-à-dire que maintenant, vous avez tout simplement des milliardaires qui deviennent présidents de la République. C'est quelque chose, quand j'étais enfant, qu'on n'aurait jamais imaginé. Et donc, il y a cette force d'un capital hyper concentré qui possède des médias comme on posséderait des bijoux de famille. Et devant cette puissance du capital économique financier, eh bien, il y a évidemment des mouvements de colère qui se manifestent aux quatre coins de la planète. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est qu'on est peu outillé en tant que chercheur pour appréhender la dimension internationale de ces mouvements, tout simplement parce qu'on est organisé dans des États nationaux. Voilà, et vous nous dites qu'il n'y a pas de travail d'observation des mouvements sociaux à l'échelle de la planète. Et ça, c'est un vrai manque, d'après vous, Yvan Saint-Saulieu? Ah oui, moi j'appelle volontiers, si vous voulez, en profitant de ce micro, à la constitution d'un observatoire sur les mouvements internationaux, sur la dimension internationale du mouvement social, qui est très peu appréhendée aujourd'hui. On est spécialiste de ci, on est spécialiste de ça, et on n'a pas les moyens de réfléchir ensemble sur la transversalité de ces mouvements sociaux. Qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait la mise en place d'outils particuliers qui permettraient de mieux voir justement ces lignes de force? Oui, de réfléchir sur les outils, les concepts qui permettraient de dégager la transversalité de ces mouvements, de mieux la comprendre à l'heure où on est dans la mondialisation jusqu'aux oreilles. Et donc, finalement, c'est quand même assez dommageable qu'il n'y ait pas l'équivalent sur le plan du mouvement social et qu'il n'y ait pas les moyens d'analyser comment on le fait pour l'économie, le mouvement social sur un plan international. Mmh. Au Sénégal, vous avez récemment participé à un colloque sur le Sénégal. Les questions de la santé sont au centre en ce moment d'un véritable mouvement aussi de réflexion. Oui, effectivement, on a fait un colloque le 18 et le 20 décembre sur les mobilisations qu'on appelle discrètes, justement pour s'interroger sur le concept de mobilisation et voir s'il y a plusieurs types de mobilisation. Et en ce qui concerne la situation au Sénégal, il faut dire que ce mouvement de privatisation et de remise en cause du service public aboutit à ce que se mettent en place, à la fois dans les écoles et aussi dans les centres de santé, de bénévoles qui remplacent des professionnels. Voilà à quoi servirait un observatoire peut-être des mouvements à travers le monde, ne plus laisser certaines révoltes à bas bruit. Merci beaucoup Yvan Saint-Saulieu, professeur de sociologie à l'Université de Lille, auteur de Conflits et résistance au travail, paru aux presses de Sciences Po en 2017, et de Où est passée la justice sociale aux éditions du Septentrion. Ça vient de paraître. Il est 8h sur France Culture. Et le journal est présenté par Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara. Bonjour Benoît, bonjour à tous.
La Corée du Nord menace de reprendre les essais nucléaires. Kim Jong-un parle même d'une nouvelle arme stratégique contre les États-Unis, ce qui n'inquiète pas Donald Trump. Nous rejoindrons notre correspondant dans la péninsule dans un instant. Dans ce journal également, nous reviendrons sur les vœux d'Emmanuel Macron. Hier soir, il a été peu loquace sur la réforme des retraites, au grand regret des syndicats et des élus. 5 milliards d'euros en moins sur l'impôt sur le revenu cette année. Promesse faite aux Gilets jaunes par le gouvernement et promesse tenue, vous l'entendrez. Et puis nous irons à Washington dans ce journal où Donald Trump menace l'Iran après la prise d'assaut de l'ambassade américaine à Bagdad hier. Des milliers de manifestants s'y étaient rassemblés. Après ce journal, vous retrouverez Frédéric Seyss, son billet politique et son invité à l'aube de cette nouvelle année. Ce matin, vous entendrez que les commémorations en 2020 seront très très nombreuses. Il promet une action sidérante contre les États-Unis. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un reprend son ton martial en ce 1er janvier 2020. Il est bien loin le temps du 1er janvier 2019, quand l'on sentait un espoir de réconciliation avec la Maison-Blanche, un espoir aussi de dénucléarisation de la péninsule. La page semble tourner avec cette nouvelle année. Bonjour Louis Paligiano. Bonjour. Vous êtes notre correspondant pour France Culture à Séoul. Louis, Kim Jong-un annonce la fin du moratoire nord-coréen sur les essais nucléaires. Oui, c'est une déclaration résolument offensive qui vient clore la réunion plénière du comité central du Parti du travail au pouvoir, un rassemblement rare qui a débuté samedi à Pyongyang pour 4 jours. Cité ce matin par les médias d'État, Kim Jong-un a prévenu que le monde sera témoin d'une nouvelle arme stratégique dans un avenir proche, en accusant Washington de gagner du